Mesdames et messieurs les journalistes, messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les cadres dirigeants, mesdames et messieurs, en ce début d'année, je voudrais d'abord vous adresser mes vœux les plus sincères, mes vœux de bonne santé, des vœux de prospérité, mais aussi de liberté. De liberté car nous savons tous qu'en ces temps où s'accumulent des nuages sombres sur le ciel de notre pays, l'orage de la tyrannie menace nos libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté de la presse. Je voudrais vous assurer, mes chers compatriotes, journalistes et hommes des médias, que le parti politique Ensemble pour le Gabon se tient à vos côtés. 2006 marque également le 10e anniversaire de l'adoption, la promulgation du Code de la communication. Ce texte qui en son temps avait été adopté à l'unanimité a consolidé les garanties essentielles à l'exercice du métier de journaliste. Il a ouvert la voie à l'émergence d'une véritable économie des médias, en levant entre autres les peines d'emprisonnement pour les délits de presse, en consacrant le droit d'accès à l'information et en amorçant enfin la question essentielle du financement des entreprises de presse. Je voudrais aussi, par votre entremise, adresser aux militantes et aux militants de EPG des vœux de courage, de lucidité et de détermination. Vœux de courage car le moment que nous vivons exige que les paroles ne soient pas seulement rassurantes. Il exige de la vérité et du sens. Aussi, voudrais-je, au moment où j'adresse ces vœux à la presse, indiquer que la vision qui est la nôtre participera cette année 2026 à consolider 8 points essentiels. Le premier de ces points, c'est la refondation de la nation, à travers ce que nous appellerons les États généraux de la nation. Les institutions de notre pays ont été bricolées. Elles ont été conçues dans la précipitation. Elles portent en elles des contradictions profondes, des zones de flou institutionnel et une concentration excessive des pouvoirs. Il s'agit là d'un édifice déséquilibré et qui ne peut conduire qu'à l'instabilité et à terme à de vraies difficultés politiques si les collectifs ne sont pas apportés à tous les étages. C'est pourquoi plutôt qu'un énième dialogue qui pourrait porter les épithètes ou les attributs que l'on voudra, nous pensons qu'il nous faut proposer autre chose. Il faut oser notre schéma. Un schéma qui a plus de sens et qui a des objectifs très clairs. Les États généraux de la nation, mesdames et messieurs, c'est pour éviter de servir les intérêts individuels et particuliers. Il ne s'agit pas non plus de consolider le pouvoir d'un homme, comme ça a été le cas à Angonji. Il s'agit de se doter d'un cadre durable, équilibré et lisible pour la nation gabonaise. Nous avons besoin de refonder nos institutions. La transition a été une occasion manquée. Nous avons besoin de repenser notre vivre ensemble, interroger notre modèle économique et social avec lucidité, pragmatisme et patriotisme. Mes chers compatriotes, 60 ans après l'indépendance, 35 ans après la conférence nationale, le moment est venu de marquer une pause collective, de regarder notre parcours commun avec lucidité, sans complaisance,
et de tracer ensemble de nouvelles lignes pour notre avenir. Ne rien faire serait une faute historique. Refonder maintenant est un devoir républicain. Le deuxième point, ce sera de corriger l'architecture institutionnelle. Mesdames, Messieurs de la presse, et vous le savez comme moi, en Afrique francophone, l'histoire est claire. Tous les pays ayant supprimé la fonction de Premier ministre au profit d'un exécutif hybride ont fini par y renoncer. Pourquoi? D'abord parce que le mélange des responsabilités ne fonctionne pas. Et cela se voit aujourd'hui. Dans la crise actuelle de l'éducation, nous voyons bien comment l'exécutif est en panne. Entre un chef d'État qui oublie qu'il est chef du gouvernement, mais qui s'oblige ensuite à recevoir à 4 heures du matin des syndicats ou des personnes, alors que les techniciens du domaine travaillent par ailleurs. On voit bien que l'exécutif est en panne fonctionnelle et en panne de solution. Il nous faut donc constater qu'un État sérieux repose sur des responsabilités claires, des responsabilités identifiables. Qui fait quoi? Quand? À quel moment? Toute négociation commence par la question technique. Les techniciens sont mis à contribution pour évaluer, examiner de quoi il s'agit. Lorsque ça arrive au niveau gouvernemental, ministériel, on regarde s'il s'agit d'une question sectorielle uniquement ou si c'est multisectoriel. La crise actuelle ne concerne pas que l'éducation nationale. Elle concerne l'éducation nationale sur les contenus pédagogiques, elle concerne le budget sur la question de la solde, elle concerne la fonction publique sur la question du suivi des carrières. Dès cet instant, une fois que les départements sectoriels ont travaillé, il y a une coordination auprès du Premier ministre qui examine, qui procède aux premiers arbitrages et le chef de l'État décide. Mais l'architecture actuelle met le président en première ligne. Mais une fois qu'il est grillé, mais qui va sauver la République? Et donc, d'avoir adopté à marche forcée une constitution parce que quelqu'un voulait le pouvoir et tous les pouvoirs, et on en voit les limites aujourd'hui. Il faut urgemment corriger cette architecture institutionnelle. Le Gabon n'a pas vocation à répéter les erreurs des autres. Il a vocation à en apprendre. Le Sénégal avait supprimé la fonction de Premier ministre, il y a renoncé. Le Congo-Brazzaville l'avait fait, il y a renoncé. Pourquoi commettre les mêmes erreurs quand on peut les éviter? Ici, nul besoin d'un nouveau référendum. Une constitution suffirait. Il y a un parlement qui a été mal élu, certes, mais il existe. Une constitution suffirait. J'appelle donc les tenants du pouvoir à faire preuve de courage et de patriotisme pour ne voir ici que l'intérêt supérieur de la nation. Si ça continue comme ça, je ne donne pas 2 ans avant la catastrophe politique. Pas 2 ans. Et les faits sont là. Et je l'avais déjà annoncé, si vous en souvenez. C'est peut-être que la pilule sera amère, mais c'est une pilule à avaler. On serre les dents, on avale et on modifie. 3 ans après le coup d'État, il n'est plus possible d'accuser l'ancien régime de tous les maux. D'abord parce que, de manière délibérée, les mêmes personnes ont été conservées quasiment aux mêmes fonctions, notamment dans la haute administration. Impôts, douane, trésor, éducation nationale, budget, etc. C'est quasiment les mêmes hauts fonctionnaires qui sont aux mêmes fonctions. Dans ces conditions-là, on ne peut plus continuer à dire aux Gabonais c'est l'ancien régime. Et à ce sujet, l'héritage, c'est ce qu'on transmet. Quand vous prenez de force un pouvoir, il n'y a pas d'héritage. Vous avez braqué, vous connaissez ce qu'il y a dans la maison. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Personne ne vous a transmis. Et donc, il faut qu'on cesse un peu cette histoire. On a hérité, vous n'avez hérité de personne, personne ne vous a transmis, vous avez récupéré, et vous savez de quoi il s'agissait, puisque vous étiez au cœur du système, donc vous connaissez les problèmes, qui ne sont pas nouveaux, qui sont anciens. Donc quand vous avez pris, vous saviez qu'il y avait ces problèmes, il faut maintenant les régler. Il ne faut pas pleurer. Et également parce qu'au regard de certaines réalités, mes chers compatriotes, la gouvernance actuelle apparaît désormais plus défaillante
que la précédente. Et à plusieurs égards. N'en déplaise aux zélateurs qui, on le sait, le moment venu, retourneront leur veste aussitôt qu'ils l'ont fait hier. Là n'est même pas le sujet. De toute façon, maintenant, ils ont une double couture. Donc, c'est pas grave. Je voudrais, mes chers compatriotes, aborder un troisième point essentiel et très important. C'est la question des ménages et des entreprises. Il est nécessaire aujourd'hui de soulager les ménages. Les ménages suffoquent et les entreprises étouffent. Personne aujourd'hui ne peut rester indifférent face à l'avalanche de taxes mal pensées, mal calibrées et qui menacent notre pouvoir d'achat, qui menacent l'emploi et la survie même des entreprises. Je voudrais rappeler ici qu'à l'heure où nous parlons, certaines taxes sont déjà mises en œuvre. À l'heure où nous parlons, certains impôts sont déjà collectés. À l'heure où nous parlons, la CNSS par exemple a déjà commencé à collecter, multiplié par 2 la taxe qui a été appliquée. Et aujourd'hui, sur son bulletin de salaire, le travailleur gabonais a vu son salaire être diminué, alors que tout augmente sur le marché. Et on voit bien qu'il y a d'un côté de nouvelles charges, comme la taxe foncière d'habitation, j'y reviendrai, personne aujourd'hui ne vous dit exactement de quoi il s'agit. Combien ça va rapporter? Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est annuel? Personne n'arrive à vous dire de quoi il s'agit. La mise en place de nouvelles taxes, on en a déjà parlé. Il y a aussi ce qui a été renforcé, les droits d'accise. Lorsqu'on nous dit que la bière et gamme a augmenté, passé de combien à combien? Bien. Très bien. Mais le gouvernement a du mal à assumer que c'est de son fait qu'il y a cette augmentation. On nous raconte une question d'ajustement de la part de Sobraga, ce n'est pas vrai du tout. Ce sont les droits d'accise sur l'alcool qui ont fait augmenter la régave et les autres alcools, et y compris certains jus de fruits, et y compris demain l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a désormais une taxe sur les bouteilles non réutilisables. Et donc cette taxe fera augmenter le prix de l'eau. Tout comme les génies du ministère de l'Environnement ont décidé qu'il faut appliquer au Gabon les normes européennes en matière d'eau. Et donc les bouteilles en disant maintenant, il faut que le bouchon ne soit plus détachable de la bouteille. Ça nécessite de la part de la Sobraga d'ajuster ses lignes de production. Mais qui va payer? C'est le consommateur. Vous pensez que M. Castel et ses équipes vont prendre ça sur leur part, sur leur marge bénéficiaire? Pas du tout. Et donc c'est le consommateur qui va payer. Et tous ces éléments-là montrent bien que nous avons un gouvernement qui a fait le choix de chercher à réduire ses déficits budgétaires en augmentant les impôts des Gabonais, sans baisser la question des charges de l'État. Et sur les charges de l'État, nous allons en parler, et c'est pour cela que j'avais déjà annoncé sous M. Oyima que le budget qui avait été adopté était faux, qu'il reposait sur des hypothèses infinançables. Et l'actuel ministre de l'économie n'a pas d'autre choix que de faire une loi de finances rectificative. Et nous demandons que cela soit fait. Nous demandons, nous exigeons qu'il y ait une loi de finances rectificative parce qu'il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est que notre économie ne peut pas financer un tel budget qui serait passé en 2 ans du simple au double. Nous serions le seul pays de la sous-région à l'avoir fait. Il faut corriger ce budget, il faut corriger les hypothèses de croissance qui ont été adoptées. Et il n'y a pas d'autre choix. Je l'ai dit tantôt, lorsque vous avez adopté un budget à 7 233 milliards de francs, et en quelques semaines, quelques jours même, il passe de ce montant à 6 358, sans explication aucune. Les hypothèses de croissance également ont été revues à la baisse, sans explication. Et que dans le même temps, cette loi de finances est adoptée par un Parlement illégitime. Parce qu'au moment où cette loi de finances est adoptée, le Parlement de transition n'avait plus raison d'être là. 80% des députés avaient été renouvelés. À quel titre ils ont donc engagé l'État et les générations futures sur des éléments pour lesquels ils n'ont pas de réponse à apporter à quelqu'un? Et donc, c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui, il y a ce Parlement qui existe. Le chef de l'État lui-même critiqué comment ça a été organisé. Il sait que sa majorité est illégitime. Elle a été mal élue, mais elle est là. Il faut donc que cette législature mal élue arrive quand même à examiner un budget qui engage sa législature et qui engage les autorités actuelles. Et donc, nous exigeons qu'il y ait effectivement une loi de finances rectificative. Mais, là où il y a un mais,
c'est qu'il ne faut pas rectifier à la marge. Il faut rectifier sur les vraies masses, autour desquelles ce budget est déséquilibré et où il y a des dérapages budgétaires importants. Les dépenses de prestige, la Cité de la démocratie à 400 milliards. Quelle utilité quand on n'a pas de médicaments dans les hôpitaux? Quelle utilité de construire à Libreville un deuxième palais présidentiel? Quelle est l'utilité de cela quand on n'a pas d'université? Quelle est l'utilité aujourd'hui d'avoir acheté à Salah à 700 milliards de francs CFA et qu'aujourd'hui on se rend bien compte que c'est une mauvaise opération? Nous l'avions dit. Mais la GOC, mesdames et messieurs de la presse, la GOC, pour la première fois de son histoire, en 2025, va être au rouge. Le solde sera négatif à la GOC, pour la première fois. Et pourquoi? En 2025, 52 milliards de francs CFA ont été exécutés au sein de la GOC pour financer la RSE. 52 milliards de RSE. 52 milliards de RSE. Et qui ont financé des activités qui n'ont aucun rapport avec la GOC. On allait construire des villas à Oyem, au Liguiville. On allait construire des villas à Ngoni, à Franceville, pendant que les populations attendent de l'État une assistance sur la question, par exemple, de la vie chère. Pendant que les fonctionnaires, les enseignants attendent d'avoir des salaires convenables qui correspondent à leur engagement, on dépense 52 milliards pour faire une ville fantôme. Il faut bien qu'à ce moment-là, en corrigeant, qu'on mette dans le budget qui finance Oliguiville. Est-ce que c'est le budget de l'État? Et à quel moment est-ce que l'Assemblée nationale a adopté dans la loi de finances la construction d'une ville à Oyem appelée Oliguiville? Si ce n'est pas le cas, je suis désolé, il faut arrêter cette histoire. C'est une mascarade totale. Et donc la négociation avec le FMI, nous demandons qu'elle aille sur les vrais sujets, qu'elle aille sur la question des fonds de souveraineté, les fonds politiques du président, des institutions, qu'on regarde ce qui est à supprimer. Nous avions proposé de supprimer certaines institutions inutiles et on se rend bien compte aujourd'hui que nous sommes dans le mur. Et à l'époque, on nous a répondu que ce n'était pas la peine. Il y a l'argent, le pays a l'argent, mais on voit bien aujourd'hui que le pays est en difficulté. Et là, ce n'est pas l'héritage de la précédente gouvernance. Là, c'est la mauvaise gestion du gouvernement actuel, du pilotage à vue. C'est pour ça qu'on est en difficulté. Et je tiens à vous annoncer, mesdames et messieurs, que quand le ministre nous dit qu'il a conclu l'accord avec les familles, c'est faux. Il a l'intention, il a envoyé les signaux pour conclure cet accord. Le FMI a mis un certain nombre de conditionnalités avant de venir discuter. Mais la discussion aboutit à quoi? Mais je vous donne l'information. Nous allons sur un plan d'ajustement structurel. Nous allons sur un plan d'ajustement structurel. Ils pourront l'appeler comme ils voudront. Mais les déficits sont tels. En 2023, nous avons un solde budgétaire qui est positif. À 1,8%. Positif. À fin 2025, il est négatif. À presque 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dépensé plus qu'on avait. Ça veut dire qu'on a dépensé plus qu'on était en capacité de rapporter de l'argent. Et rien que sur 2026, on annonce déjà plus de 800 milliards de dépenses supplémentaires au-dessus de ce que nous aurons rapporté. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi il y aura un plan d'ajustement structurel? Parce que nous avons explosé tous les ratios de la CEMAC. Je ne parle même pas de la COBAC. Les banques gabonaises aujourd'hui sont surexposées vis-à-vis de l'État. Surexposées vis-à-vis de l'État parce qu'on prête trop à l'État au-delà de ce qui est fixé par la COBAC. Nous le savons. Et pourquoi il en est ainsi? Et qu'en est-il des critères de convergence? On a adopté au sein de la CEMAC la limite supérieure à ne pas dépasser pour ce qui est l'endettement. Nous serons l'année prochaine à presque 80%. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes en train de menacer l'équilibre de la sous-région par le pilotage à vue, par le bricolage, je suis désolé, par l'incompétence de ce gouvernement. Et donc, nous ne pouvons pas continuer et nous demandons, nous exigeons que le gouvernement s'explique sur ce dossier. Qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'on a adopté un tel budget, que les parlementaires qui l'ont adopté expliquent à la nation comment ils ont adopté un tel budget, sur quelles hypothèses cela reposait. Il y a quand même là-dedans d'anciens premiers ministres, il y a dedans d'anciens hauts commis de l'État qui savent comment ça se passe. Comment ce budget a-t-il été adopté? C'est une exigence de démocratie que de le demander. Lorsqu'on nous annonce qu'on va régulariser, on va attribuer 50 000 titres fonciers dans quelques semaines, quelques mois, mais ce n'est pas pour faire du bien au Gabonais. C'est parce qu'il faut le titre foncier pour payer l'impôt sur le foncier, la contribution foncière unique.
Et donc, en réalité, comme ils ont besoin d'argent, on vous donne des titres fonciers pour que vous puissiez payer ensuite la contribution foncière unique. Mais j'aimerais dire deux petites choses à ce sujet. C'est que cette contribution foncière unique, elle ne dépend pas de vos revenus. C'est le type de maison que vous avez, le type de titre foncier que vous avez, c'est sur ça qu'on va calculer ce que vous allez payer. Mais vous le payez pendant que vous travaillez, vous avez des revenus, mais vous payez le même montant quand vous serez retraité et que vos revenus auront baissé, auront été diminués même par 10. Voici les réalités. Et tout cela parce que d'un côté, l'argent de l'État a été mal dépensé dans les voyages inutiles, et je parlais de GOC. La GOC, puisque je suis devant les médias, là c'est moi qui parle, hein. C'est pas vous qui l'avez dit, c'est moi qui le dis. Donc ça au moins vous pouvez me citer sans être menacé d'être mis en prison. La GOC est obligée de payer chaque trimestre 20 millions de dollars à Ebomaf. Quel est le lien entre Ebomaf et la GOC? Quel est le contrat qui lie Ebomaf à la GOC? Pour que l'argent du pétrole gabonais soit payé à ce monsieur, au titre de quoi? 20 millions de dollars chaque trimestre, plus de 11 milliards de francs CFA qu'on donne à Ebomaf chaque trimestre. Au titre de quoi? Il faut que le gouvernement s'explique. Il faut qu'on nous apporte les éléments. Ceux qui faisaient les communiqués 000 là, et qui annonçaient les audits, on n'a jamais aucun résultat d'audit. Mais sur GOC, nous exigeons qu'il y ait un audit indépendant. Et le FMI arrivant, on va avoir des éléments clairs sur ce que rapporte la GOC et comment l'argent de la GOC est géré. C'est devenu quasiment